La grande salle du Conseil flottait dans l'obscurité de l'espace, une station gigantesque orbitant autour du monde neutre de Concorde Prime. À l'intérieur, des représentants de 847 espèces différentes se réunissaient pour leur réunion mensuelle. La salle était immense, avec des sièges disposés en cercles concentriques évoquant l'intérieur d'un grand bol. Des écrans holographiques clignotaient dans l'air, traduisant simultanément des milliers de langues. L'ambassadrice Velara de Corvani ajusta sa crête de plume et observa la salle. Un malaise l'envahit. Il lui fallut un instant pour comprendre. La section humaine était vide. Pendant 200 ans, depuis l'entrée de l'humanité au Conseil galactique, sa délégation avait toujours été la voix la plus influente dans tous les débats. Les humains parlaient sans cesse. Ils proposaient de nouveaux traités chaque mois. Ils jouaient les médiateurs dans les conflits entre espèces ennemies depuis des siècles. Ils s'immisçaient dans chaque discussion, chaque négociation, chaque problème. Certaines espèces trouvaient cela agaçant, d'autres utile, mais tous s'y étaient habitués. Les sièges vides paraissaient étranges, déplacés, comme des dents manquantes dans un sourire. A-t-on des nouvelles de la délégation humaine demanda Belter au représentant paxien assis à côté d'elle. Le paxien, un être ressemblant à une méduse flottante baignée de lumière bleue, pulsa d'un air incertain. Aucun contact. Tous leurs canaux de communication sont coupés. Nous avons supposé qu'ils étaient simplement en retard. Mais les humains n'étaient jamais en retard. En fait, ils arrivaient généralement en avance. Le directeur du conseil, Zéphim, ouvrit la séance. Appartenant à l'espèce des avants, il était grand et élégant, avec un plumage doré et des yeux perçants qui lui permettaient de voir à grande distance. Directeur depuis 50 ans, il était fier de maintenir l'ordre et la tradition. Nous commençons la session d'aujourd'hui. Il marqua une pause en observant la section humaine vide. Quelqu'un sait-il où se trouve la délégation humaine? Silence. 847 espèces et pas une seule n'avait de réponse. Très bien, reprit Zèphre. Bien que ses plumes se soient hérissées d'inquiétude, nous allons procéder. Premier point à l'ordre du jour. Directeur, lança une voix depuis les gradins supérieurs. C'était le maître chaleureux Krell de l'Empire Tranique. Il était massif, même pour un Tranique, avec d'épaisses écailles ailes luisantes, comme du métal sombre et des yeux brûlants d'un feu orange. Avant de poursuivre, je tiens à aborder l'absence persistante des délégués Trax, convoqués au sujet de l'incident survenu il y a 3 mois. L'estomac de Vélar se noie. Tout le monde savait ce qu'il voulait dire, même si peu osaient en parler. 3 mois auparavant, un vaisseau colonial humain, le Brillant Demain, traversait ce que les humains considéraient comme l'espace neutre. À son bord se trouvaient 15 000 civils, des familles, des enfants, des personnes âgées, tous en route vers un nouveau monde pour y commencer une nouvelle vie. L'Empire Tranox avait prétendu que le vaisseau avait violé ses frontières territoriales, bien que celles-ci n'aient jamais été officiellement reconnues par le Conseil. Puis, des vaisseaux de guerre avaient ouvert le feu sur le vaisseau colonial, sans sommation. Le monde de demain avait été entièrement détruit. Les 15 000 humains avaient péri. L'humanité était furieuse. Son ambassadrice, une femme sévère nommée Chen, avait exigé une session d'urgence du Conseil. Elle présenta des preuves, des témoignages et des enregistrements de données. Elle réclama justice. Elle exigea que les officiers traniques responsables rendent des comptes. Elle demanda au Conseil de faire appliquer les lois censées régir toutes les espèces de manière égale. Le Conseil délibéra pendant 2 semaines. L'Empire Tranique était puissant. Il possédait la plus grande flotte militaire de l'espace connu. Il contrôlait d'importantes routes commerciales. De nombreux membres du Conseil dépendaient de la protection tranique ou d'accords commerciaux. Finalement, le Conseil jugea l'incident regrettable mais justifié. Les Traniques paieraient une amende modique pour ce malentendu. Aucun officier ne serait sanctionné. Aucun territoire ne retrouverait son statut neutre. Pourtant, ce jour restait gravé dans sa mémoire. L'ambassadrice Chen se tenait au centre de la salle, face à la décision du Conseil, sans crier.
sans protester. Elle les avait simplement regardés tous d'un air absent, avec une expression que Vatera revoyait encore dans ses cauchemars. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus froid, de définitif. « Nous comprenons parfaitement », avait dit Chen. Puis elle était sortie. Tous les délégués humains l'avaient suivie. Ils n'étaient jamais revenus. Les délégués traniques ne sont pas tenus d'assister à l'événement, déclara Zephyr avec précaution. L'affaire a été réglée conformément à la loi du Conseil. Exactement. La voix de Krell résonna dans la salle. L'affaire est close. Pourtant, les humains boudaient comme des enfants privés de leurs jouets. Leur absence est un manque de respect envers ce conseil. Quelques espèces murmurèrent leur approbation, mais beaucoup restèrent silencieuses. Velara remarqua que les espèces les plus petites, celles qui dépendaient de la protection du conseil, semblaient nerveuses. La réunion se poursuivit, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse au siège vide. L'humanité avait déjà connu la colère. Il y avait eu d'autres disputes, d'autres désaccords, mais elle avait toujours fini par se réconcilier. Elle avait toujours continué à dialoguer, à négocier, à chercher des solutions diplomatiques. Ce silence ici était différent. La réunion terminée, Felara regagna ses quartiers privés sur la station. Elle accéda à son système de communication personnel et tenta de contacter l'ambassade humaine. La connexion s'établit, mais un message automatique retentit. Le corps diplomatique humain est actuellement indisponible. Nous vous remercions de votre patience. Elle réessaya. Même message. Elle tenta de contacter des stations commerciales humaines, des avant-postes frontaliers humains et même des expéditions scientifiques humaines. Chaque canal renvoyait la même réponse automatique. C'était comme si l'humanité s'était coupée du monde galactique du jour au lendemain. Vatera avait un ami, un érudit nommé Kelvin, appartenant à l'espèce amphibie des Aquaria. Kelvin avait consacré des décennies à l'étude de la culture et de l'histoire humaine. Si quelqu'un pouvait expliquer ce qui se passait, c'était bien lui. Elle le trouva dans son bureau de recherche, entouré d'écrans holographiques diffusant des documents historiques. Ses grands yeux paraissaient fatigués, et sa peau, d'un bleu habituellement éclatant, avait viré au gris soucieux. « Kelvin, demanda-t-elle, que se passe-t-il avec les humains ?» Il ne quitta pas ses écrans des yeux. Ils ont cessé de parler. « Oui, je l'ai remarqué, mais pourquoi ? Ils reviendront sûrement une fois calmés. » Kelvin la regarda alors, et son expression la fit reculer. « Bellara, sais-tu ce que font les humains quand ils se taisent ? » Moi non plus. Pas vraiment. J'étudie leur histoire sans relâche depuis 3 mois, depuis qu'ils ont quitté le Conseil. J'ai étudié leur guerre, leurs conflits, leur comportement. Sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure. Quand les humains cessent de tenter de parler, Velara, ce n'est pas par abandon. C'est parce qu'ils ont décidé que la communication est terminée. Je ne comprends pas. Kelvin désigna ses écrans. Regardez, ceci provient de l'histoire de la Terre, de leurs anciennes nations. Avant que les humains n'atteignent les étoiles, ils étaient divisés en des centaines de groupes distincts. Ces groupes se livraient à des guerres incessantes, mais il existait des règles, des ambassadeurs, des négociations, des traités. Même les ennemis dialoguaient entre eux. Il ouvrit un autre document. Mais il arrivait qu'une nation rappelle tous ses ambassadeurs d'une autre, ferme tous les canaux diplomatiques, interrompe toute communication. Sais-tu ce que cela signifiait ? Vela secoua la tête. Cela signifiait que la guerre approchait, pas un simple conflit. Kotarva. Quand les humains cessaient de parler, cela signifiait qu'ils avaient décidé que les mots étaient inutiles. Cela signifiait qu'ils allaient agir. Mais les humains ont toujours été pacifiques, protesta Belterra. Oui, ils se disputent et débattent sans cesse, mais ils n'ont jamais déclenché de guerre. Ils ont été l'espèce la plus diplomate d'eux. Tout le conseil. Exactement, dit Kelvin, le regard hanté. Ils ont été diplomates. Ils ont parlé, parlé et encore parlé pendant 200 ans. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ?
Pourquoi une espèce insisterait-elle autant sur le dialogue, la négociation et la recherche de solutions pacifiques? Parce qu'elle valorise la paix ou parce qu'elle craint les conséquences d'un arrêt des négociations? Kelvin sortit d'autres documents. Les humains ont passé 10 000 ans sur leur planète d'origine à perfectionner l'art de s'entretuer. Ils ont connu plus de guerres que la plupart des espèces n'ont connu de générations. Ils ont inventé des centaines de façons d'anéantir leurs ennemis. Ils ont étudié la guerre comme nous étudions la science. Leurs plus grands chefs militaires sont considérés comme des artistes et des philosophes. Vela ressentit un froid glacial. Mais ils choisirent de laisser tout cela derrière eux. Lorsqu'ils rejoignirent la communauté galactique, l'ont-ils fait ou se sont-ils simplement retenus? Kelvin afficha un programme présentant l'armée humaine. Regardez leur flotte. Selon les critères du Conseil, elle est assez modeste. Ils ne possèdent que quelques centaines de navires de guerre, contre des milliers pour les Traniques. Mais avez-vous remarqué que les navires humains ne se trouvent jamais là où ils prétendent être lors des inspections? Que voulez-vous dire? Je veux dire que depuis 70 ans, à chaque inspection de la flotte menée par le Conseil, les humains communiquent la position de leurs navires et autorisent les inspecteurs à monter à bord. Or, j'ai analysé les données. Ce sont toujours les mêmes navires qui sont inspectés. Et il y a de longs intervalles incohérents dans les plannings de patrouille. Des semaines entières où des dizaines de navires sont listés comme étant en maintenance. Vous pensez qu'ils dissimulent la taille réelle de leur flotte? Je n'en sais rien, mais j'ai peur de le découvrir. Kelvin ferma ses écrans. J'ai demandé une séance d'urgence du Conseil pour présenter mes conclusions. Ma demande a été refusée. Refusée? Pourquoi? Parce que Krell et les représentants ont convaincu le Conseil que je me mets la panique, que le silence des humains n'est qu'une crise passagère. La peau de Kelvin trahit son agitation. Ils ne comprennent pas. Les humains ne boudent pas. Ils se préparent. Cette nuit-là, Velara ne put fermer l'œil. Les paroles de Kelvin la hantaient. Elle revoyait sans cesse les sièges vides de la salle du Conseil. À minuit, heure locale, toutes les alarmes de Conquered Prime se mirent à hurler. Bella se précipita vers sa console de communication. Des messages d'urgence provenaient de toutes parts. Elle sélectionna le canal principal et resta figée. Une balise de communication humaine s'est réactivée. Ces balises, déployées à travers la galaxie au cours des 2 derniers siècles, ont créé un réseau permettant des communications plus rapides sur de vastes distances. Elles ont été construites et entretenues par l'humanité comme un don à la communauté galactique. Pendant 3 mois, ils étaient restés éteints, silencieux. À présent, l'un d'eux s'était rallumé, mais sans diffuser de messages ni de données. Il diffusait des coordonnées et un compte à rebours. 47 jours. Vother fixait l'écran. Les coordonnées pointaient vers un emplacement dans l'espace tranique et le compte à rebours s'égrenait. 47 jours, 3 heures et 17 minutes. Que se passerait-il lorsque le compteur atteindrait 0? En moins d'1 heure, la galaxie entière s'éveilla et se posait la même question. Les analystes tentèrent de déterminer la signification des coordonnées. Ils pointèrent du doigt l'espace vide près de l'avant-poste militaire d'Atanix, mais il n'y avait rien. Ni planète, ni station, rien. Zephyr convoqua une réunion d'urgence. La salle du Conseil se remplit de délégués effrayés qui exigeaient des réponses. Même Krell semblait moins sûr de lui que d'habitude, malgré ses efforts pour le dissimuler derrière une attitude fanfaronne. « C'est clairement une menace », annonça-t-il. « Les humains tentent de nous intimider. Nous ne devons pas céder à leurs manœuvres. » Mais il remarqua que de nombreuses espèces ne l'écoutaient pas. Ils observaient le compte à rebours, désormais affiché sur l'hologramme central de la salle. 46 jours, 23 heures et 14 minutes. Nous devrions tenter de les contacter, suggéra un délégué du collectif palaxien. Ouvrez un dialogue, découvrez ce qu'ils veulent. Nous avons déjà essayé, dit Ephraim d'un ton las. Chaque canal renvoie le même message automatique. Les humains refusent toute communication. Envoyez ensuite un vaisseau dans l'espace humain. Exigez qu'il nous parle, et nous l'avons fait. 3 délégations ont été envoyées ces 3 derniers mois.
Toutes ont été accueillies à la frontière par des patrouilleurs humains qui les ont refoulées. Les humains ont simplement déclaré « Il n'y a rien à discuter, rentrez chez vous ». Le silence retomba dans la salle, seulement troublé par le léger tic-tac du compte à rebours. Velara retrouva Kelvin après la réunion. Il était dans ses quartiers, les yeux rivés sur le compte à rebours. « 46 jours, dit-elle. Qu'est-ce que cela signifie, à ton avis ? Je crois que cela signifie que les humains nous donnent du temps. Du temps pourquoi ? Pour nous préparer, pour évacuer, pour dire adieu. Il la regarda de ses grands yeux tristes. Lorsque les humains se faisaient la guerre sur leur planète d'origine, il y avait parfois des schémas, des déclarations, des avertissements, non pas pour donner un avantage à leurs ennemis, mais pour les empêcher de « Sachez que ce qui allait arriver n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas cruel, c'était la justice. La justice pour un avenir meilleur. 15 000 morts. Et le Conseil a déclaré que c'était justifié. » La voix de Kelvin était monocorde. Les humains ont décidé de nous montrer à quoi ressemble la justice quand on ne peut la négocier. Velara quitta les quartiers de Kelvin et traversa la plateforme d'observation de la station. Elle contemplait les étoiles, l'immensité de l'espace qui abritait 847 espèces, chacune avec sa culture, son histoire et ses rêves. Depuis 2 siècles, l'humanité faisait partie intégrante de cette tapisserie. Bruyante, insistante, parfois agaçante, certes, mais toujours présente. Toujours à dialoguer, toujours à négocier, toujours en quête d'une voie pacifique pour l'avenir. À présent, le silence régnait, et ce silence planait sur la galaxie comme une tempête qui n'avait pas encore éclaté. Fela songea aux 15 000 humains morts en ce jour radieux. Elle repensa à la façon dont le Conseil avait justifié leur mort. Elle repensa à la façon dont l'humanité avait réclamé justice et s'était vue refuser cette faveur. Et elle repensa aux paroles de Kelvin. Quand les humains cessent de parler, cela signifie qu'ils ont décidé que les mots sont morts. Le compte à rebours s'égrenait dans l'obscurité de l'espace. 46 jours, 22 heures, 47 minutes. Qu'avait donc décidé l'humanité ? Kelvin, lui, ne pouvait s'empêcher de travailler. Son laboratoire était devenu un labyrinthe d'écrans holographiques, chacun présentant une pièce différente du puzzle qu'il s'efforçait désespérément de résoudre. Le sommeil lui était impossible, tandis que le compte à rebours poursuivait sa marche implacable vers zéro. Plus que 43 jours. Il ouvrit un autre fichier de la base de données culturelles humaines. Ces bases de données étaient accessibles à toute espèce désireuse d'étudier l'humanité. Kelvin y avait accès grâce à ses qualifications universitaires. Mais il y a 3 jours, il avait remarqué quelque chose d'étrange. De nouveaux fichiers apparaissaient dans la base de données. Des fichiers qui n'y figuraient pas auparavant. Ils n'étaient ni verrouillés ni cachés. Ils étaient tout simplement émasculés, comme si l'humanité souhaitait qu'on les découvre. Le dernier dossier s'intitulait « Schémas historiques des conflits humains. Résolution ». Kelvin l'ouvrit d'une main tremblante. Ce qu'il y trouva le glaça d'effroi. Il s'agissait d'une étude rédigée par des historiens humains analysant le comportement de leur propre espèce sur 10 000 ans d'histoire. C'était clinique, détaché, d'une honnêteté presque brutale. Kelvin réalisa que les humains n'avaient pas peur d'examiner leur propre part d'ombre. Une section retint son attention, retrait diplomatique et action militaire subséquente. L'étude analysait 47 cas à travers l'histoire, où des nations avaient rompu tout contact diplomatique avec un ennemi avant d'entrer en guerre. Dans 45 de ces cas, la guerre qui s'ensuivit n'était pas une guerre de conquête ou de territoire. Il s'agissait d'anéantir totalement la capacité de l'ennemi à les menacer à nouveau. Les humains l'appelaient « guerre totale ». Kelvin lut les détails et ses mains tremblèrent. Les humains avaient un concept appelé riposte proportionnelle. Lorsqu'ils étaient attaqués, ils répondaient par une force égale. Mais il y avait une limite. Dès qu'un ennemi la franchissait, généralement en prenant pour cible des civils ou en commettant ce que les humains appelaient des crimes de guerre, la proportionnalité cessait. Alors venait autre chose.
ce que les humains appelaient faire un exemple. L'espoir d'un avenir meilleur avait emporté 15 000 civils, des enfants, des familles. Les terroristes avaient feint et franchi la limite. Kelvin tenta immédiatement de contacter Séphim, mais le directeur du conseil était en réunion à huis clos. Il essaya de transmettre ses conclusions aux autres membres du conseil. La plupart l'ignorèrent. Quelques-uns envoyèrent des messages polis indiquant qu'ils examineraient ces données dès que possible. Seul Walter répondit « Venez immédiatement à la plateforme d'observation 7 ». À son arrivée, Kelvin trouva Walter debout, devant l'immense hublot transparent. Elle n'était pas seule. Une douzaine d'autres délégués étaient présents, tous issus d'espèces plus petites, et tous semblaient inquiets. « Répète-leur ce que tu m'as dit », dit Tohug. Kelvin partagea ses conclusions. Il leur montra les tendances de l'histoire humaine. Il expliqua ce que signifiait une guerre totale. Il leur présenta des données sur les capacités militaires humaines qui ne correspondaient pas aux chiffres officiels. « Mais ce ne sont que des spéculations », protesta un délégué. « Nous avons inspecté des installations militaires humaines. Leur flotte n'est pas assez importante pour rivaliser avec l'Empire Tranique, n'est-ce pas ?» Kelvin sortit les rapports d'inspection. « Regardez ces dates. Nous inspectons toujours les mêmes stations, les mêmes chantiers navals. Nous ne visitons jamais les installations situées plus profondément en territoire ennemi. Ils prétendent qu'il s'agit de centres de production civile, et nous les croyons. Pourquoi les humains mentiraient-ils sur leur puissance militaire ?» demanda un autre délégué. « Peut-être ne mentaient-ils pas » dit Belterra d'une voix calme. « Peut-être ces installations étaient-elles réellement civiles. Mais comment fabriquer des navires civils peut-on fabriquer des navires militaires? Il suffit de modifier les calendriers de production. Cela prendrait des années. 3 mois se sont écoulés depuis la décision du Conseil, a déclaré Kelvin. Mais je pense qu'il planifie de cela depuis bien plus longtemps. Regardez ça. Il a montré des registres d'expédition. Depuis 6 mois, même avant l'incident de Bright Tomorrow, les humains retirent lentement et discrètement les populations civiles de tous les mondes frontaliers. Quelques milliers ici, quelques milliers là. Ils appelaient cela une redistribution de population de routine. Pourquoi auraient-ils évacué leurs civils avant l'attaque? Parce que, dit Kelvin, la nausée l'envahit. Je pense qu'ils savaient que quelque chose comme ça finirait par arriver. Je pense qu'ils attendaient un prétexte. Un silence pesant s'installa. « C'est absurde », finit par dire quelqu'un. « Vous insinuez que les humains voulaient la mort de leurs civils. Non !» La peau de Kelvin trahit son agitation. « Je dis que les humains connaissent que leur propre histoire. Ils savent comment fonctionnent les galaxies. La force prime sur le droit. Les forts s'attaquent aux faibles. Ils observent que le Conseil depuis 2 siècles. Ils ont vu comment nous traitons les espèces plus petites. Comment nous fermons les yeux sur les crimes commis par des individus puissants. Ils savaient qu'ils finiraient même par être mis à l'épreuve. Et lorsque cette épreuve arriva, Fterster poursuivit. Quand les Tronics massacrèrent 15 000 humains et que le Conseil justifia leurs actes, les humains décidèrent qu'ils avaient trouvé leur réponse. La galaxie fonctionne par la force, non par la justice. Ils parleront donc la seule langue que la galaxie comprenne vraiment. À travers la galaxie, d'autres espèces prenaient conscience de certaines choses. Un convoi commercial de la Guilde des marchands s'approchait d'une planète frontalière humaine pour y livrer des marchandises. La colonie, nommée Nouvelle-Vancouver, abritait 3 millions d'humains et était réputée pour ses magnifiques jardins et sa culture paisible. À leur arrivée, les convois trouvèrent la planète vide, ni détruite ni envahie, simplement vide. La ville était intacte. Les centrales électriques fonctionnaient encore. Des systèmes automatisés entretenaient les jardins, mais toute trace d'humanité avait disparu. Le capitaine du convoi envoya un message paniqué à la Guilde. En quelques heures, les rapports s'affluèrent. 15 colonies humaines frontalières évacuées, 23 stations spatiales humaines vides, 47 habitats orbitaux abandonnés. 6 millions d'humains avaient disparu de la frontière en 3 mois.
et personne ne s'en était aperçu, car tout continuait de fonctionner. Les lumières Xeon y restaient allumées la nuit. Les récoltes étaient non toujours moissonnées par des machines. Les vaisseaux accostaient toujours aux stations. Mais seuls des systèmes de chargement automatisés les accueillaient. C'était comme si l'humanité avait jugé sa frontière dangereuse et s'était repliée là où l'Empire tranique estimait avoir suffisamment patienté. Krell convainquit le commandement militaire que le silence des humains était un signe de faiblesse. Ils se cachaient, dit-il. Ils avaient peur. Nous devions exploiter leur peur. Krell plaida devant le haut commandement Tranex. Pénétrons en territoire tranique. Il fallait leur montrer que leur caprice avait des conséquences. Le haut commandement approuva et autorisa une mission de reconnaissance. 12 vaisseaux de guerre Trunks pénétreraient dans l'espace humain et enquêteraient sur les colonies abandonnées. Si les humains s'y opposaient, on leur rappellerait la supériorité militaire tranique. La flotte entra dans le système autrefois occupé par New Vancouver. La planète flottait toujours dans l'espace, magnifique et bleue. Le commandant de la flotte scruta la surface et confirma les rapports. Aucun humain, seulement des villes désertes et des machines en marche. Recherchez des armes, ordonna-t-il. Ils ont peut-être laissé des pièges. Les analyses ne révélèrent rien, ni armes, ni boucliers, aucune défense. La planète était totalement sans défense. « Monsieur, dit l'officier des capteurs, je détecte quelque chose d'étrange dans le système extérieur. »« Étrange, au juste ?» demanda-t-il. « Il y a des structures, des plateformes orbitales, je crois, mais elles n'apparaissent pas correctement sur les scanners. Je ne les détecte que parce qu'elles bloquent la lumière des étoiles. » Un frisson glacial parcourut l'échine du commandant. Combien de structures? Impossible de donner un chiffre précis. La technologie furtive est extrêmement avancée, mais d'après les occultations stellaires, il y a au moins 300 plateformes, voire plus. 300 dans un seul système, un système que les humains étaient censés avoir abandonné. Retraite progressive, pas de mouvement brusque. Mais alors que la flotte tranienne entamait sa retraite, tous les écrans s'illuminèrent soudain d'un message. Uniquement du texte, pas de voix, pas d'image, juste des mots dans toutes les langues galactiques. Vous êtes en infraction. Partez immédiatement. Ne revenez pas. La flotte s'éloigna rapidement. De retour dans l'espace tranien, le commandant rédigea un rapport complet. Le haut commandement le lut en silence. 300 plateformes dotées de technologies furtives, inexistantes dans un système abandonné par l'humanité. Si cela ne représentait qu'un seul système, combien de plateformes l'humanité possédait-elle sur l'ensemble de son territoire? Krell lut le rapport et, pour la première fois, ressentit un doute. Les recherches de Kelvin continuèrent de révéler des schémas inquiétants. Il découvrit que l'humanité avait discrètement acheté des matériaux aux 4 coins de la galaxie. Métaux rares, composants industriels, processeurs quantiques, un commerce légal, sans rien de suspect. Mais lorsqu'il additionna les quantités des 20 dernières années, elles ne correspondaient pas aux besoins de production civile humaine. Où étaient passés tous ces matériaux? Il trouva la réponse dans une base de données éducatives humaines. C'était un manuel d'histoire pour les jeunes humains, conçu pour enseigner aux enfants le passé de leur espèce. Un chapitre s'intitulait « La leçon que nous ne devons jamais oublier ». Kelvin le lut et le comprit. Ce chapitre décrivait les pires guerres de l'humanité. Celles où des millions de personnes périrent. Celles où des villes entières furent réduites en cendres. Celles où les humains utilisèrent des armes si terribles qu'ils jurèrent de ne plus jamais s'en servir. Ce chapitre était une lecture obligatoire pour chaque enfant humain. Ils furent contraints d'étudier leur propre capacité à l'horreur. Mais ce chapitre ne se terminait pas par un « plus jamais ça ». Il se terminait par autre chose. Nous tirons ces leçons non pas pour culpabiliser, mais pour comprendre de quoi nous sommes capables. Nous ne sommes pas des monstres, mais nous pouvons le devenir si nous le choisissons. Ce choix nous incombe. La galaxie ne doit jamais nous craindre pour ce que nous pourrions faire. Mais si jamais nous sommes acculés,
si nos familles sont menacées, si la justice devient impossible à obtenir, la galaxie doit se souvenir que nous savons exactement de quoi nous sommes capables et que nous ferons ce qui doit être fait. Kelvin a montré cela à Tohara. Elle le lut 3 fois. Ils enseignent cela à leurs enfants depuis 200 ans, murmura-t-elle. Ce n'est pas de la rage, ce n'est pas de la vengeance. Ils se préparent à cette éventualité depuis le jour où ils ont rejoint la communauté galactique. Ils se préparent au jour où la galaxie les trahira, acquiesça Kelvin. Le compte à rebours continua. 37 jours. Des rapports affluaient de toute la galaxie. Les vaisseaux marchands humains étaient de retour dans l'espace humain. Les diplomates humains avaient évacué toutes leurs ambassades. Les expéditions scientifiques humaines avaient abandonné leurs projets, même les études à long terme menées depuis des décennies. Et puis, quelqu'un remarqua les chantiers navals. Un journaliste indépendant du réseau d'information galactique avait retrouvé des images d'archives de chantiers navals humains datant de 10 ans. Elle a comparé ces images à des images récentes prises par un navire marchand de passage. Quelque chose avait changé, énormément changé. Il y a 10 ans, les chantiers navals construisaient des vaisseaux coloniaux, des cargos et des navires de recherche. Les installations étaient en pleine activité, mais sans plus. Une production civile classique. Sur les images récentes, les chantiers navals étaient vides. Non pas inactifs, mais vides, au point que tous les navires en construction avaient disparu. Des centaines de navires s'étaient tout simplement volatilisés. Soit l'humanité avait réalisé le plus rapide chantier naval de l'histoire galactique, soit elle construisait autre chose que des vaisseaux civils et les avait désormais tous déplacés ailleurs. La journaliste publia ses conclusions. La galaxie entière fut en émoi. Soudain, tous les regards se tournèrent vers le territoire humain, cherchant à comprendre ce qui leur avait échappé. Un analyste militaire du collectif palaxien fit les calculs. Si l'humanité avait secrètement converti ne serait-ce que 20% de sa production civile à des fins militaires au cours des 20 dernières années, et si ces navires avaient été conçus spécifiquement pour la guerre, plutôt que d'être des bâtiments civils réaménagés, l'analyste aurait publié ses estimations. 3000 navires de guerre, voire plus, tous conçus dès le départ pour le combat. Tous seraient commandés par une espèce ayant passé 10 000 ans à perfectionner l'art de la guerre. Et chacun d'eux se trouvait désormais quelque part dans l'espace humain. Localisation inconnue. Le Conseil finit par accepter que Kelvin présente ses conclusions. Il fallut attendre 36 jours avant qu'un créneau horaire ne lui soit accordé. Mieux vaut tard que jamais. Kelvin se tenait au centre de la salle du Conseil. 847 espèces le regardaient. La section vide réservée aux humains se dressait, immense, sur sa gauche. « Je suis ici pour vous mettre en garde », commença-t-il. « Nous avons fondamentalement et dangereusement mal compris l'humanité. » Il leur montra tout, les schémas historiques, les évacuations, les achats de matériel, le système éducatif qui enseignait à chaque enfant sa capacité de violence, les preuves que l'humanité avait bâti une armée bien plus importante que quiconque ne l'imaginait. « Mais pourquoi ?» demanda quelqu'un. S'il possédait un tel pouvoir, pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas l'utiliser pour exercer une influence? Parce que, comme l'a dit Kelvin, les humains ne veulent pas être craints. Ils veulent inspirer confiance. Ils ont passé 2 siècles à bâtir une galaxie où la force brute n'avait aucune importance, où la justice s'établirait par les mots et les lois. Ils ont dissimulé leurs armes car ils espéraient ne jamais avoir à s'en servir. Alors pourquoi les construire? L'espoir n'est pas une certitude, dit Kelvin d'une voix calme. Les humains espèrent dans le meilleur, mais se préparent au pire. C'est dans leur nature. Ils espéraient que la galaxie valoriserait la justice. Ils se sont préparés à l'éventualité qu'elle ne le fasse pas. Krill se leva, sa silhouette massive irradiant de colère. Ce ne sont que des spéculations et de la désinformation. Les humains se cachent parce qu'ils sont faibles. Ils savent qu'ils ne peuvent rivaliser avec la puissance de Tranik. Alors pourquoi? Vélar se leva à son tour, sa voix résonnant dans la salle.
Votre empire mobilise-t-il tous ses vaisseaux de guerre? Pourquoi retirez-vous des forces de toutes vos frontières pour les masser dans vos systèmes centraux? Si les humains sont si faibles, pourquoi vos actions laissent-elles penser que vous vous préparez au combat de votre vie? Les yeux de Krell s'illuminèrent, mais il ne dit rien, parce que c'était la vérité. L'Empire tranique se préparait, discrètement à la guerre. Il ne l'admettait simplement pas publiquement. Zéphraïm leva la main pour demander le silence. « Kelvin, que nous conseillez-vous? Contactez les humains, présentez nos excuses, proposez de rouvrir l'enquête sur les Brites demain, leur rendre justice comme ils l'ont demandé dès le départ. Le Conseil a déjà tranché. Alors, annulez sa décision. » La voix de Kelvin se brisa sous l'effet du désespoir. « Je vous en prie, il reste 30 jours. Quels que soient les plans de l'humanité, nous avons encore le temps de les arrêter, mais seulement si nous reconnaissons notre erreur. » Le Conseil débattit pendant 3 heures. Finalement, il vota. La décision fut difficile à prendre, mais la réponse fut négative. Revenir sur leur décision créerait un dangereux précédent. Cela donnerait une image de faiblesse au Conseil. Cela provoquerait la colère de l'Empire tranique. Mieux valait maintenir l'ordre. Mieux valait rester fort. Mieux valait ne pas céder aux menaces. Kelvin quitta la salle, anéanti. Il avait tout tenté. Il avait présenté tous les éléments. Et le Conseil avait choisi l'orgueil plutôt que la survie. Cette nuit-là, il reçut un message sur son système de communication privé. L'expéditeur était inconnu, mais le chiffrement était humain. Le message était court. « Vous avez essayé de les prévenir. Merci. Rejoignez l'espace neutre avant que le compteur n'atteigne 0. Emmenez tous ceux qui vous sont chers. » Kelvin fixa longuement le message. Puis, il commença à passer des appels. Villara d'abord, puis quelques autres délégués qui avaient réellement écouté. Ensuite, sa famille, sur sa planète natale. « Préparez vos bagages, leur dit-il. Montez à bord d'un vaisseau, rejoignez les zones neutres. Ne posez pas de questions. Partez. » Le compte à rebours se poursuivait patiemment. 29 jours, 28 jours, 27 jours. La galaxie observait et attendait, encore incrédule que l'humanité puisse enfin agir. Elle était pacifique. Ils étaient diplomates. Ils reviendraient à la table des négociations. Ils l'avaient toujours fait. Mais Kelvin savait la vérité. Et chaque jour, il voyait le nombre diminuer, le compte à rebours s'égrenant jusqu'au moment où l'humanité révélerait enfin à la galaxie sa véritable nature. Le compte à rebours atteignit 10 jours, et la galaxie retint son souffle. L'Empire Trunks était pleinement mobilisé. 400 vaisseaux de guerre, la plus grande flotte militaire jamais rassemblée dans l'espace connu, patrouillait désormais les systèmes centraux de Tanks. Les stations de combat étaient activées. Les populations civiles des régions frontalières étaient évacuées vers des territoires plus profonds, en territoire tranique. Malgré leur fanfaronnade, l'Empire prenait la menace au sérieux. D'autres espèces observaient et se préparaient discrètement. Les routes commerciales se détournèrent de l'espace tranien. Les compagnies d'assurance cessèrent de couvrir les cargaisons à destination de la région. Les capitaines avisés trouvèrent des raisons de se trouver ailleurs. Belterra avait suivi le conseil de Kelvin. Elle avait demandé et obtenu un congé immédiat du conseil, invoquant des problèmes de santé familiaux. Elle se trouvait désormais sur sa planète natale, loin du territoire tranien, loin de Conquered Prime. Elle scrutait les flux d'informations avec obsession, incapable de détourner le regard. Kelvin avait lui aussi quitté Conquered Prime. Il avait rassemblé sa famille et l'avait emmené dans une station spatiale neutre, aux confins de l'espace cartographié. Il passait ses journées à poursuivre ses recherches, comme si une meilleure compréhension de l'humanité pouvait, d'une manière ou d'une autre, changer le cours des événements. Il restait 5 jours. Le réseau galactique d'information diffusait en continu. Les experts débattaient de ce qui allait se passer. Certains persistaient à croire que l'humanité bluffait. D'autres soulignaient le renforcement militaire, les évacuations et les schémas identifiés par Kelvin. Quelques commentateurs courageux suggéraient que, peut-être,
le Conseil devrait reconsidérer sa décision concernant un avenir radieux. Mais le Conseil garda le silence. Changer de cap maintenant serait un suicide politique pour la plupart des représentants. Mieux valait attendre et voir, mieux valait préserver sa dignité. Il restait 3 jours. Séphim tenta une dernière fois de contacter l'humanité. Il utilisa tous les canaux disponibles. Il envoya des messages sur toutes les fréquences. Il dépêcha même un vaisseau courrier rapide dans l'espace humain, porteur d'un message personnel. Le navire revint 6 heures plus tard. À la frontière, il fut accueilli par une patrouille. Celle-ci accepta le message, le scanna et répondit par une seule phrase. Le délai pour les messages est expiré. Il reste 2 jours. Krell tint une conférence de presse depuis son vaisseau amiral, le Dominator, un cuirassé colossal servant de centre de commandement mobile à la flotte tranique. Debout devant les caméras, entouré de son état-major, il affichait une confiance absolue. « Que les humains viennent », déclara-t-il. « Qu'ils envoient leur flotte secrète, si elle existe seulement. Ils constateront que la puissance militaire tranique est inébranlable. Nous avons mené et remporté 1000 batailles. Nous avons conquis des planètes et maté des rébellions. Que sont les humains? Une espèce qui parle trop et se bat trop peu. Ils ont oublié ce qu'est une vraie guerre. Nous allons le leur rappeler. » Son discours fut diffusé à travers la galaxie. Il était censé inspirer confiance, montrer sa force. Mais Velara, qui l'écoutait depuis sa planète natale, remarqua quelque chose. Le regard de Krell fuyait sans cesse, comme s'il fixait quelque chose hors champ, et ses mains, d'ordinaire si stables, tremblaient, légèrement lorsqu'il pensait que les caméras n'étaient pas braquées sur lui. Il avait peur. Il ne pouvait simplement pas l'admettre. Il restait un jour. La galaxie fonctionnait à peine. Les marchés s'effondraient, les commerçants paniquaient. Les vaisseaux refusaient de survoler l'espace tranien. Le Conseil tenta de tenir une session d'urgence, mais tant de représentants étaient indisponibles qu'il ne put atteindre le quorum. Kelvin, assis dans ses quartiers sur la station neutre, suivait le compte à rebours. Ses recherches étaient terminées, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait percé le mystère de l'humanité. Il avait averti tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il ne lui restait plus qu'à observer. Sa femme vint s'asseoir à ses côtés. C'était une âme douce, une enseignante qui n'avait jamais compris sa fascination pour l'humanité. Mais elle lui tenait la main tandis qu'il regardait les chiffres diminuer. « Que vont-ils faire ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas exactement, » admit Kelvin. « Mais je sais que ce sera précis. Les humains ne gaspillent pas leurs efforts. Ils ne tuent pas inutilement, mais ils feront en sorte que personne n'oublie jamais ce qui arrive quand on tue des civils et qu'on prétend que c'est justifié. Sommes-nous en sécurité ici? Oui. Nous sommes loin de l'espace tranien et l'humanité ne nous en veut pas. Leur cible est très précise. Le compte à rebours a atteint une heure. Les commandants de la flotte tranienne ont donné leurs derniers ordres. Les vaisseaux se sont mis en formation défensive. Les boucliers se sont activés et les systèmes d'armes se sont armés. Tous les réseaux de capteurs de l'espace tranien étaient pointés vers l'extérieur, à la recherche de la flotte humaine dont l'arrivée était attendue de tous. Mais les capteurs ne détectaient rien. Le vide spatial, un rayonnement de fond normal, et de temps à autre un vaisseau commercial tentant de quitter la région. Rien qui ressemblât à une flotte d'attaque. 30 minutes plus tard, Krell se tenait sur la passerelle du Dominator, entouré des meilleurs officiers de l'Empire tranique. Sa flotte était prête. « Que les humains viennent, qu'ils essayent. Des contacts ?» demanda-t-il pour la 100e fois. « Négatif, maître chaleureux. Toutes les approches sont dégagées. Ils ne viendront pas, » murmura un officier. « Tout cela n'est qu'un bluff. » Mais Krell remarqua que l'officier qui avait parlé tenait un porte-bonheur dans sa main, le frottant nerveusement. 10 minutes. Le compte à rebours s'affichait désormais sur toutes les chaînes d'information, tous les flux de données, tous les écrans publics de la galaxie. 847 espèces observaient le même décompte. 5 minutes. La femme de Kelvin lui serra la main plus fort. « J'ai peur. »
Moi aussi, admit Kelvin. Tout le monde a peur, y compris les Tranix. 1 minute. Sur la passerelle du Dominator, tous les officiers scrutaient leurs capteurs. Krill restait figé, son orgueil l'empêchant de laisser transparaître la moindre peur, malgré son cœur qui battait la chamade. 30 secondes. La galaxie semblait retenir son souffle. Même les commentateurs restèrent silencieux. 10 secondes. 9 studios à 1665, 400 de 10. Pendant exactement 10 secondes, rien ne se produisit. La galaxie observait, attendait, se demandant si tout cela n'avait été qu'un bluff. Puis, simultanément, tous les vaisseaux militaires Trunks tombèrent en panne de courant. Pas seulement l'alimentation principale, mais toute l'alimentation. Les réacteurs s'arrêtèrent. Les systèmes de secours tombèrent en panne. Les réserves d'urgence ne s'activèrent pas. De nos 400 vaisseaux de guerre, du gigantesque Dominator au plus petit patrouilleur, furent plongés dans le noir complet. Les vaisseaux en mouvement continuèrent leur course grâce à leur inertie. Les vaisseaux en orbite commencèrent à dériver. La puissante flotte tranienne, la plus grande force militaire de l'espace connu, n'était plus qu'un amas de débris métalliques flottant dans l'espace. Sur la passerelle du Dominator, les lumières de secours ne s'allumaient pas. Les officiers criaient, désemparés. Krell exigeait des explications, mais les systèmes de communication étaient hors service. Tout était mort. Puis, exactement 48 secondes après la coupure de courant, le courant est revenu. Les réacteurs se sont réactivés. Les systèmes ont redémarré. Les boucliers se sont rallumés. Les armes sont redémarrées. Mais tous les passagers de chaque vaisseau connaissaient la vérité. Quelque chose avait pénétré dans leur vaisseau et les avait mis hors service à distance, simultanément, sans effort. Et si cette chose pouvait les éteindre, elle aurait pu les détruire tout aussi facilement. Avant que quiconque puisse réagir, avant que quiconque puisse parler, tous les écrans de l'espace tranique s'illuminèrent d'un message. Chaque système de communication, chaque affichage, chaque terminal de données. Le message apparut simultanément sur les vaisseaux militaires, les stations civiles, les réseaux planétaires et les appareils personnels. C'était une liste. Nom, date, lieu, victime. La liste recensait toutes les actions militaires Thrain des 300 dernières années. Chaque bataille, chaque conflit, chaque incident. À côté de chaque action figuraient des rapports détaillés sur les pertes civiles, les violations de traités et les crimes de guerre. Cette liste, longue de plusieurs centaines de pages, était méticuleusement documentée. Chaque affirmation était étayée par des enregistrements de capteurs, des témoignages, des communications interceptées et des preuves recueillies discrètement au fil des siècles. L'humanité avait tout observé, enregistré, documenté. La liste s'achevait sur une seule entrée, le jour de l'Apocalypse, il y a 72 jours. Secteur 437. Victime. Civil, 15 Zazind. Responsable. Maître Krell, commandant Tresh, commandant Valcor. Décision du Conseil justifiée. Puis un nouveau message fut diffusé sur toutes les fréquences, dans toutes les langues galactiques, à toutes les espèces de la galaxie. Pendant 200 ans, nous avons communiqué, nous avons négocié, nous avons demandé justice par les voies légales. Nous croyions au système que vous aviez créé. Le Conseil galactique n'avait qu'un seul but, prouver qu'une civilisation pouvait se construire sur le droit et non sur la force, que les faibles pouvaient trouver protection dans la justice et non dans la violence. Le Conseil a échoué. 15 000 des nôtres sont morts. Le Conseil a justifié ces morts. Nous avons exigé des comptes. Le Conseil a refusé. Nous comprenons le message que cela envoie. Nous comprenons la véritable nature de ce système. Les forts font ce qu'ils veulent. Les faibles subissent leur sort. Les mots et les lois ne valent rien sans le pouvoir de les faire respecter. Soit. Vous avez choisi les règles. Nous les respecterons. L'Empire tranique a prétendu que nos civils étaient des victimes acceptables. Nous ne sommes pas d'accord.
Nous allons maintenant réclamer ce qui nous est dû. Les individus suivants sont responsables d'avoir ordonné, exécuté ou dissimulé le massacre qui a compromis un avenir meilleur. Le maître chaleureux Krell, le commandant Thresh, le commandant Velor, l'amiral Thex et 17 autres personnes mentionnées ci-dessous seront remises aux autorités humaines dans les 24 heures. Le gouvernement Tranix, qui a autorisé et défendu cette attaque, sera dissous. De nouvelles élections seront organisées sous supervision neutre. Ces conditions sont non négociables. Il ne s'agit pas d'une requête, mais d'une décision définitive. Si l'Empire Tranique obtempère, aucune autre mesure ne sera prise. En cas de refus, nous extrairons nous-mêmes les individus. Toute résistance sera réprimée avec une force écrasante. Vous avez 24 heures. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice. Nous vous avons donné 200 ans pour prouver que la justice pouvait triompher par les mots. Vous avez échoué. Vous allez maintenant apprendre que justice sera faite, d'une manière ou d'une autre. Le message s'acheva. À travers la galaxie, des milliards d'êtres fixaient leurs écrans sous le choc. Sur la passerelle du Dominator, Krell restait figé. Son nom figurait sur la liste. Il était traqué par des humains, par une espèce que tous croyaient faible. « Maître chaleureux », murmura un officier. « Nos capteurs détectent quelque chose. » « Quoi ?»« Des vaisseaux. Des tas de vaisseaux. Ils apparaissent partout dans l'espace tranien. » Krell scruta l'écran des capteurs. Son sang se glaça. Des marqueurs rouges s'affichaient de partout. Des centaines, des milliers, des vaisseaux qui se dévoilaient, libérés de leur furtivité qui les rendait invisibles jusqu'à ce qu'ils décident de se montrer. Les capteurs effectuaient le comptage automatiquement. 1000, 2000, 2500, 3000, 3000 vaisseaux de guerre humains encerclaient tout l'espace tranien. Chaque planète importante, chaque installation militaire, chaque route commerciale. Ils étaient là depuis le début, invisibles, observants, attendants. La flotte humaine était plus nombreuse que les forces traniennes, mais surtout, il ne s'agissait pas de vaisseaux civils armés à la hâte pour la guerre. Il s'agissait de vaisseaux de guerre conçus spécifiquement à cet effet, et la technologie qu'ils déployaient, système furtif, capacité d'arrêt à distance, coordination entre des milliers de vaisseaux, dépassait de loin tout ce que l'humanité imaginait. Krell comprit avec une certitude implacable que l'humanité ne s'était pas cachée par faiblesse, mais parce qu'elle avait dissimulé sa force dans l'espoir de ne jamais avoir à l'utiliser. L'espoir s'étant évanoui, la galaxie allait enfin découvrir ce que l'humanité avait dissimulé pendant 2 siècles. Le haut commandement Tran convoqua une réunion d'urgence. La flotte était paralysée, non par les dégâts, mais par la peur. Ses vaisseaux les plus sophistiqués étaient comme des jouets d'enfants, mis hors service. L'ennemi possédait une technologie qu'il ne pouvait égaler. Et l'ennemi ne reculerait pas. « Nous pourrions combattre », suggéra faiblement un commandant. « Et comment ?» répondit un autre. « Ils peuvent neutraliser nos vaisseaux à distance. Ils peuvent apparaître et disparaître à leur guise. Ils sont supérieurs en nombre et en technologie. Combattre serait du suicide. Alors que suggérez-vous ? Nous capitulons. Nous livrons notre maître de guerre comme des criminels. » Krell a ordonné l'attaque contre le vaisseau civil. Il l'a fait. Ne terminez pas cette phrase. Krell a rugi. J'ai suivi le protocole militaire. Le vaisseau était dans notre espace. Il était dans un espace contesté, a dit quelqu'un à voix basse. Et il transportait des civils, des enfants. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ils me veulent, a finalement dit Krell. Ils nous veulent. 22 officiers. Ils nous ont cités par nos noms. Que faire, maître chaleureux ? Krell observa l'écran des capteurs qui affichait 3000 vaisseaux humains en formation parfaite. Pas d'attaque, juste de l'attente. Patience, inévitable. Je ne sais pas, admit-il. Et pour un guerrier qui avait passé sa vie entière certain de sa force, ces mots avaient un goût amer. À travers la galaxie, le choc initial commença à s'estomper, laissant place à une activité frénétique. Le Conseil tenta de se réunir, mais la moitié des représentants manquaient à l'appel.
Certains avaient fui, d'autres se cachaient, d'autres encore refusaient tout simplement de prendre part à ce qui allait suivre. Phter suivait les informations depuis sa planète natale. Elle se sentait mal. Kelvin avait eu raison sur toute la ligne. L'humanité ne bluffait pas. Elle n'était pas faible. Ils avaient attendu, espérant que la galaxie prouve qu'elle pouvait fonctionner selon les principes de la justice. Et lorsque la galaxie échoua à ce test, l'humanité s'était préparée depuis 2 siècles à rendre sa propre justice. Kelvin, assis dans ses appartements, était soulagé, mais amer. Il avait tenté de les prévenir. Il ne l'avait pas écouté. Désormais, tous allaient payer le prix de cette arrogance. Sa femme le regarda avec des yeux effrayés. « Que va-t-il se passer maintenant ?»« Maintenant ?» demanda Kelvin d'une voix douce. « Nous allons voir si les Traniks ont tiré des leçons de leurs expériences. S'ils livrent les responsables, l'humanité pourrait bien s'arrêter là. S'ils refusent... » Il n'acheva pas sa phrase. C'était inutile. Ils le savaient tous les deux. Si les Traniks refusaient, l'humanité envahirait la galaxie et s'emparerait de ce qu'elle désirait, sans que rien ne puisse l'arrêter. Le compte à rebours qui avait terrorisé la galaxie était terminé. Mais un nouveau avait commencé. 24 heures pour que les Traniks obtempèrent. Tous les regards étaient tournés vers l'horloge, se demandant si l'orgueil céderait enfin à la survie, ou si l'Empire Trunks choisirait de mener une guerre perdue d'avance. Les secondes s'égrenaient et l'humanité attendait en silence. Leurs 3000 vaisseaux maintenaient leur position sans menacer ni attaquer, existant simplement comme une promesse de ce qui adviendrait si la justice continuait d'être bafouée. La galaxie avait appris à craindre le silence de l'humanité. À présent, elle apprenait à craindre quelque chose de plus grand encore. Sa patience. 23 heures s'étaient écoulées depuis l'ultimatum de l'humanité. Le haut commandement Tran était réuni dans sa salle de guerre, profondément enfoui sous la surface de leur monde natal. Ils débattaient, argumentaient et s'affrontaient depuis près de 24 heures. Aucune décision n'avait été prise. Krell se tenait au centre de la pièce, sa silhouette massive paraissant étrangement plus petite qu'auparavant. Autour de lui, les plus hauts gradés militaires de l'espace Tran discutaient de son sort. « Nous ne pouvons pas simplement livrer notre maître de guerre !» hurla l'amiral. Il figurait parmi les autres noms sur la liste de l'humanité. Ce serait un signe de faiblesse. Tous nos ennemis sentiraient le sang. « Quels ennemis ?» répliqua un autre commandant avec amertume. « Nous ne pouvons même pas nous défendre contre les humains. » 3000 vaisseaux surgirent de nulle part. Ils ont neutralisé toute notre flotte comme s'il s'agissait d'un jouet. Quels autres ennemis peuvent rivaliser? Nous avons combattu pendant 3 siècles pour bâtir cet empire. Nous ne capitulerons pas parce qu'une espèce pique une crise. Ce n'est pas une crise, dit une voix plus basse. Le commandant était plus jeune que la plupart des personnes présentes, mais il avait étudié l'histoire militaire humaine. C'est une exécution qui n'a pas encore eu lieu. Il nous laisse le choix quant à son déroulement. L'exécution de qui? De nous? De l'Empire? Peut-être de toute notre espèce? Bélus afficha un écran montrant les positions de la flotte humaine. Regardez ça. Regardez vraiment. Ils ont des vaisseaux positionnés à chaque grand centre urbain, chaque base militaire, chaque complexe industriel. Mais ils ne sont pas en position d'attaque. Ils sont en position de confinement. Ils nous ont complètement encerclés. Alors, comment pouvons-nous percer nos défenses? Demanda Vélus. Ils ont démontré qu'ils pouvaient neutraliser nos vaisseaux à distance, même s'ils n'en étaient pas capables. Ils sont plus nombreux et leur technologie est supérieure. Mais voici ce qui devrait vraiment vous terrifier. Ils ne cherchent pas à nous intimider. Il n'y a pas de démonstration de force, pas d'essai d'armes, pas de manœuvre menaçante. Ils attendent, tels des chirurgiens guettant le patient prêt pour l'opération. Un silence s'installa. « Que dites-vous, que dites-vous » demanda Krell d'une voix douce. « Je dis qu'ils ont déjà décidé de ce qui va se passer. La seule question est de savoir si nous leur facilitons la tâche ou si nous la leur compliquons. Si nous cédons, ils emmènent les responsables et s'en vont.
Si nous refusons, ils viendront les prendre de toute façon, et ils détruiront tout ce qui se trouvera sur leur chemin, non par colère, non par cruauté, simplement parce que cela les gêne. On dirait que vous les admirez, cracha-t-il. Je les crains, corrigea Vélus. Il y a une différence. L'admiration est pour les égaux. La peur est pour les prédateurs. Une autre heure passa. Le débat tournait en rond. Orgueil contre survie, honneur contre pragmatisme, empire contre existence. Finalement, Krell prit la parole. Ça suffit. Sa voix trancha les disputes comme une lame. C'est à moi de décider. Ils me veulent. Ils veulent ceux qui ont donné les ordres. Maître chaleureux, ils ont raison. Ces mots semblèrent lui infliger une douleur physique. J'ai donné l'ordre de tirer sur l'avenir radieux. Je croyais que c'était justifié. J'avais tort. Vous me suiviez. J'avais tort. Le rugissement de Krell fit trembler la pièce. C'étaient des civils, des enfants, et je les ai tués parce qu'ils se trouvaient dans un espace que je considérais comme mien. Les humains ont réclamé justice et nous leur avons craché au visage. Maintenant, ils viennent réclamer leur dû, et vous restez là à faire semblant d'avoir le choix. Il jeta un coup d'œil aux autres personnes dont le nom figurait sur la liste. Nous pouvons poursuivre cette farce. Nous pouvons refuser. Nous pouvons ordonner à la flotte de combattre, et chaque guerrier tranique mourra héroïquement, mais inutilement. Ou bien nous pouvons assumer nos actes et en accepter les conséquences. Vous vous rendriez. Votre maître de guerre, Krell, se livrerait à l'ennemi. Je sauverai notre peuple d'une guerre que nous ne pouvons gagner. J'assumerai la responsabilité de mes actes. Et je montrerai à la galaxie que les guerriers de Tran, au moins, savent faire preuve d'honneur quand il le faut. Krell se redressa de toute sa hauteur. Transmettez un message aux humains. Nous obéirons. Mais j'ai une requête. Quelle requête? Demandez-leur ce qu'ils comptent faire de nous. Allons-nous être exécutés, emprisonnés? Je veux savoir à quoi nous nous apprêtons. Le message a été envoyé. Pendant 10 minutes, aucune réponse. Puis une réponse est arrivée. C'était un message texte, comme toutes les communications humaines, bref et direct. Vous serez jugés. Vous ferez face aux familles de ceux que vous avez tués. Vous serez jugés selon vos propres lois et selon les nôtres. Si vous êtes reconnu coupable, vous serez emprisonné conformément aux normes établies par la Convention galactique relative aux prisonniers de guerre. Normes que l'Empire tranique a signées, mais qu'il ne respecte pas. Votre détention sera humaine. Vous ne serez ni torturé ni exécuté. Vous passerez le reste de votre vie à vivre avec la conscience de vos actes et à accepter qu'ils aient des conséquences. C'est cela la justice, non la vengeance. Krell lut le message 3 fois. Il s'attendait à la mort. Il s'attendait à la torture. Il s'attendait à ce que les humains lui fassent subir le même sort qu'il leur aurait infligé. Au lieu de cela, on lui promit un procès et l'emprisonnement selon des règles que son propre empire avait acceptées, mais ignorées. Il comprit qu'il n'avait jamais rien compris aux humains. « J'irai, dit-il. Les autres noms sur la liste feront leur propre choix, mais moi, j'irai. » Un à un, les autres acceptèrent. Quel choix leur restait-il? L'orgueil ou la survie? Finalement, la survie l'emporta. Le gouvernement tranique donna son accord. Il se soumettrait à toutes les exigences de l'humanité. Les responsables seraient livrés. Le gouvernement serait dissous. Des élections seraient organisées. La réponse de l'humanité a été immédiate. Nous avons pris note de votre demande. Une navette de transfert arrivera dans votre capitale dans 2 heures. Les personnes mentionnées doivent être prêtes à être transportées. N'apportez ni armes, ni gardes, ni subterfuges, seulement ce que nous avons demandé. Si chacun coopère, la situation se résoudra pacifiquement. 2 heures plus tard, une navette humaine solitaire descendit dans l'atmosphère de Tranik. Petite et non armée, elle ne transportait qu'un pilote et 2 agents de sécurité. La navette atterrit sur la place principale de la capitale, où des millions de citoyens de Tranik s'étaient rassemblés pour assister à l'événement. Krell s'avança vers la navette.
Derrière lui suivaient là les 21 autres individus figurant sur la liste de l'humanité. Ils ne portaient ni armure ni armes. Ils marchaient la tête haute, s'efforçant de conserver leur dignité et de se rendre. Les officiers de sécurité humains se tenaient sur la rampe de la navette. Ils n'étaient pas imposants selon les critères traniques. Ils n'avaient rien d'impressionnant ni d'effrayant. Ils restèrent là, calmes et professionnels, observant les criminels de guerre approcher. Arrivé à la rampe, Krell s'arrêta. Il regarda l'officier humain. « Je suis le maître de guerre Krell. Je suis responsable de la mort de 15 000 des vôtres. Je suis ici pour répondre de mes actes devant la justice. » L'officier humain hocha la tête une fois. « Nous savons qui vous êtes. Veuillez monter à bord de la navette. Vous ne courez aucun danger pendant le transport. C'est tout. Pas de discours, pas de déclaration. »« À quoi bon ?» demanda l'officier. « Vous savez ce que vous avez fait. Nous savons ce que vous avez fait. La galaxie entière le sait. Les mots ne changeront rien aux faits. » Krell monta à bord de la navette. Les autres suivirent. Quelques minutes plus tard, la navette décolla et reprit son ascension vers l'espace, où un vaisseau humain l'attendait. La galaxie entière fut témoin de la scène. Le puissant maître chaleureux Krell, commandant des forces de Tranic, se rendait sans combattre, arrêté par 2 agents de sécurité humains, comme un vulgaire criminel, car c'était bien ce qu'il était, et chacun le savait. Mais le haut commandement tranien n'en avait pas fini avec les erreurs. L'amiral Tex n'avait pas embarqué à bord de la navette. Il s'était caché, refusant de se rendre, et il avait convaincu une petite faction de loyalistes de l'aider. « C'est de la lâcheté !» lança-t-il à la flotte tranienne. « Nous sommes des guerriers, nous ne céderons pas aux menaces. Je prends le commandement de la 3e flotte. Nous allons montrer à l'humanité ce que signifie défier l'Empire tranique. » La 3e flotte comptait 200 vaisseaux de guerre. C'était une force considérable. Sous le commandement de Tex, ils rompirent les rangs et se dirigèrent vers les vaisseaux humains les plus proches. À bord du vaisseau amiral humain, l'Absolute Zéro, le capitaine Sarachen, sans lien de parenté avec l'ancien ambassadeur, observait l'approche du vaisseau tranique. Elle restait calme. Son équipage était calme. Il s'était entraîné pour cela. « Les vaisseaux activent leurs armes », rapporta son officier tactique. « Avertissez-les » ordonna Chen. Un message fut diffusé. « 3e flotte, vous ne respectez pas les termes de l'accord. Coupez immédiatement les gaz et reprenez votre position. C'est votre dernier avertissement. » Ils ne répondent pas. Ils accélèrent. Temps restant pour atteindre la portée de tir. 4 minutes. Côté Chen. Tous les vaisseaux appliquent le protocole. C'est suppression non létale. Je veux que ces vaisseaux soient neutralisés, pas détruits. Perte minimale. Oui, capitaine. Ce qui suivit serait étudié dans les milieux militaires pendant des générations. La flotte humaine se déplaça avec une précision qui semblait impossible. 3000 vaisseaux agissant comme un seul organisme. Ils ne se précipitèrent pas pour contrer l'attaque tranienne. Ils se repositionnèrent simplement. De légers ajustements, de petits mouvements, mais en moins de 90 secondes, la 3e flotte tanique se retrouva encerclée. Les vaisseaux taniques ouvrirent le feu. Des faisceaux de particules et des missiles furent lancés vers les vaisseaux humains. Les boucliers humains vacillèrent sous l'effet des impacts, mais aucun vaisseau humain ne fut détruit. Aucun ne subit même de dégâts importants. Puis les humains ripostèrent, mais ils n'utilisèrent pas leurs armes principales. Ils déployèrent à la place une autre arme, des impulsions électromagnétiques spécialisées, parfaitement calibrées pour surcharger les générateurs de boucliers traniens sans détruire les vaisseaux. Un à un, les vaisseaux traniens virent de leurs boucliers céder. Puis, leurs armes se désactivèrent. Enfin, leurs moteurs s'arrêtèrent. 6 minutes après le premier coup de feu, les 200 vaisseaux taniques dérivaient, impuissants. Les humains avaient mis hors de combat une flotte entière sans tuer un seul membre d'équipage. Le capitaine Chen ouvrit un canal vers le vaisseau amiral de l'amiral Tex. « Amiral, votre flotte est immobilisée. Vous avez 2 options. Vous rendre immédiatement ou nous commencerons à aborder vos vaisseaux.
et à vous capturer de force. Choisissez vite. À bord du vaisseau Amiral Tran, Tex fixait ses écrans, incrédule. Toute sa flotte avait disparu en 6 minutes. Sans même que les humains n'aient rompu les rangs, ni semblé déployer le moindre effort, il comprit que Vélus avait vu juste. L'humanité avait déjà décidé de l'issue. Les Trans avaient donc simplement eu le choix de la difficulté à laquelle ils voulaient rendre la tâche. « Je me rends », dit-il d'une voix calme. « Répétez, amiral. »« Je me rends », cria-t-il. « Vous avez gagné, venez me prendre. » Des équipes d'abordage humaines furent envoyées. De petites équipes qui se déplaçaient à bord des vaisseaux traniques avec une efficacité redoutable. Elles s'emparèrent des armes. Elles escortèrent l'amiral Tex et ses conspirateurs jusqu'aux conavettes. Elles laissèrent les équipages sains et saufs, simplement privés de leur capacité à semer davantage le trouble. En 2 heures, c'était terminé. La 3e flotte était immobilisée, mais intacte. Tex et ses fidèles étaient prisonniers. Aucune perte humaine n'était à déplorer de part et d'autre. La galaxie entière observait la scène avec stupéfaction et horreur. L'humanité venait de vaincre 200 vaisseaux de guerre sans faire une seule victime. Un tel niveau de maîtrise, une telle précision, était sans précédent. Plus important encore, cela envoyait un message clair. L'humanité aurait pu anéantir la 3e flotte. Ils auraient pu tuer tout le monde à bord en représailles à l'attaque. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi la retenue. Ils ont choisi de prouver qu'ils pouvaient vaincre l'ennemi sans devenir comme lui. Kelvin regardait les images depuis son poste neutre. Les larmes coulaient sur son visage. « Tu vois ?» dit-il à sa femme. « Tu vois ce qu'ils sont ? Ce sont des tueurs qui choisissent de ne pas tuer. Des guerriers qui choisissent la miséricorde même au combat. » Voilà ce que la galaxie aurait dû comprendre. L'humanité n'est pas dangereuse parce qu'elle sait se battre. Elle est dangereuse parce qu'elle sait se battre et choisit pourtant de ne pas le faire, même lorsqu'elle en a la possibilité. Sur Concord Prime, Zephyrim, assis dans ses appartements privés, regardait les mêmes images. Il avait été directeur du Conseil galactique pendant 50 ans. Il s'était enorgueilli de maintenir l'ordre et la justice, mais il avait échoué, au moment crucial. Lorsque 15 000 civils avaient péri et que l'humanité réclamait justice, il avait privilégié la politique au principe. À présent, l'humanité montrait à la galaxie ce qu'était la véritable justice. Ni vengeance, ni cruauté, simplement l'application calme et patiente des conséquences de nos actes. Il rédigea un message. C'était sa démission du Conseil. Il ne pouvait, en toute conscience, continuer à diriger une institution qui avait si lamentablement échoué. La planète natale des Traniques se préparait à l'occupation. Les civils évacuaient les grandes villes. Les résistants se préparaient à défendre leur foyer. Tous s'attendaient à ce que l'humanité envahisse, conquiert et écrase l'empire qui les avait défiés. Au lieu de cela, le capitaine Chen diffusa un autre message au peuple de l'empire tranique. Votre gouvernement a livré les responsables du massacre qui a anéanti tout espoir d'avenir. Vos forces armées sont neutralisées. Vous êtes désormais à notre merci. Voici ce que nous ferons de ce pouvoir. Rien. Nous ne sommes pas venus pour vous conquérir. Nous ne sommes pas venus pour vous asservir. Nous sommes ici uniquement pour garantir que justice soit faite et prévenir de futures atrocités. Votre gouvernement doit être dissous comme convenu. De nouvelles élections se tiendront sous supervision neutre. Nous veillerons au bon déroulement du processus, mais nous n'interviendrons pas. Le peuple Tranix choisira son propre avenir. Nous maintiendrons une présence dans votre espace pendant 1 année standard. Non pas en conquérant, mais en artisan de la paix. Toute tentative de renforcement militaire sera stoppée. Toute menace contre les populations civiles entraînera une intervention immédiate. Mais si vous choisissez la paix, si vous choisissez de reconstruire votre société sur des bases plus solides, nous ne nous y opposerons pas. Dans 1 an, nous nous retirerons. La suite vous appartient. Mais sachez-le, nous vous surveillerons toujours. Et si jamais vous vous en prenez à nouveau à des civils, si jamais vous commettez à nouveau les crimes commis par votre ancien gouvernement, nous reviendrons. Et la prochaine fois,
nous ne serons pas aussi cléments. Ceci n'est pas une occupation, c'est une transition. Profitez de ce temps. Le peuple tranique, qui s'attendait à la conquête, a eu une chance de rédemption. C'était plus que ce que la plupart d'entre eux pensaient mériter. À travers la galaxie, des espèces ennemies des Traniques depuis des siècles se préparaient à exploiter leurs faiblesses. Des prédateurs flairaient le sang. De vieilles rancunes n'attendaient qu'à être réglées. Mais chaque fois qu'une flotte s'aventurait dans l'espace tranique, elle y trouvait des vaisseaux humains en embuscade. Le message était toujours le même. Rebrousser chemin. Les Tranix sont sous protection, le temps de leur reconstruction. Revenez dans 1 an, si vous voulez toujours la guerre. La plupart rebroussèrent un chemin. Quelques-uns tentèrent de forcer le passage. Ces derniers comprirent que la patience de l'humanité envers les Tranix ne s'étendait pas aux autres espèces cherchant à s'en prendre aux plus vulnérables. L'humanité n'avait pas seulement vaincu l'Empire Tranix, elle avait assumé la responsabilité des conséquences. Ils n'étaient pas de simples exécutants de la justice. Ils étaient les gardiens de la paix qui s'ensuivait. Et la galaxie commença à comprendre que cette espèce ne combattait pas pour la gloire ou la conquête. C'était une espèce qui se battait pour prouver un principe, celui que les actes ont des conséquences, que les forts ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, que justice sera faite d'une manière ou d'une autre. Krill était assis dans une cellule de prison humaine. Elle était propre. Il a reçu de la nourriture et des soins médicaux. Il n'a subi ni torture ni mauvais traitement. Il a simplement été tenu responsable de ses actes. Chaque jour, il devait visionner des témoignages vidéo de survivants de ce qu'il appelait l'avenir radieux. Des familles qui avaient perdu des enfants qui avaient perdu leurs parents, des personnes dont la vie entière avait été anéantie par son ordre. C'était le châtiment le plus efficace que l'humanité ait pu concevoir. Non pas la douleur, mais la vérité. Le poids de ses actes lui était répété sans cesse, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus y échapper. Le 50e jour de sa détention, Krell demanda à parler. Un gardien humain le conduisit dans une salle d'interrogatoire. Un fonctionnaire humain s'assit en face de lui. « Je veux parler aux familles pour leur présenter mes excuses. Je sais que cela ne changera rien, mais je tiens à ce qu'elles sachent que je les comprends. J'ai eu tort. J'ai cru que la force suffirait. J'ai cru que leur vie comptait moins que mes ordres. J'ai eu tort. » Le fonctionnaire l'observa longuement. « Nous allons nous en occuper. Mais comprenez-le, beaucoup ne vous pardonneront pas. Beaucoup vous haïront jusqu'à votre mort. Les excuses n'effacent pas vos actes. » « Je sais, » dit Krell, « mais je dois essayer. Même si cela ne change rien, je dois essayer. » Le fonctionnaire humain acquiesça. « C'est plus que ce dont la plupart des criminels de guerre sont capables. Nous allons nous en occuper. » L'humanité n'avait pas seulement vaincu son ennemi, elle tentait de le racheter. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il croyait que même les monstres pouvaient s'améliorer. C'était l'acte le plus humain qu'il pouvait accomplir. 6 mois s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait cessé de parler et que la galaxie avait appris à écouter. Belterra retourna sur sa planète mère conquise, mais tout avait changé. La grande salle du Conseil se dressait toujours en orbite autour du monde neutre, mais elle semblait différente désormais. Plus petite d'une certaine manière, moins importante. Elle prit place dans la section Corvanie et observa la salle. Celle-ci était plus pleine qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Après la crise, de nombreux représentants avaient fui. Ils revenaient, mais différents, plus silencieux, plus mesurés dans leurs paroles. La tribune des humains n'était plus vide. 3 représentants humains y siégeaient, mais ils ne parlaient que lorsqu'on les y invitait. Ils ne proposaient pas de traité, ni ne jouaient les médiateurs. Ils se contentaient d'observer, patients et calculateurs. L'ambassadeur Kofi avait remplacé l'ambassadeur Chen. Plus jeune, le teint plus foncé, avec des cheveux grisonnants aux tempes et un regard marqué par l'histoire, il avait laissé derrière lui des souvenirs douloureux. Il prenait rarement la parole lors des séances. Lorsqu'il le faisait,
Toutes les espèces présentes interrompaient leurs activités pour l'écouter, car tous avaient retenu la leçon. Désormais, la parole de l'humanité comptait. Zèphre avait démissionné, tout comme 17 autres membres du Conseil, qui estimaient avoir failli à leur devoir. La nouvelle directrice du Conseil était Pelmora, du collectif triacien, une espèce réputée pour sa réflexion approfondie. Son premier acte avait été de présenter des excuses formelles à l'humanité pour l'échec du Conseil concernant l'avenir radieux. L'humanité avait accepté ces excuses, mais n'avait pas oublié. Filtara observait la nouvelle directrice ouvrir la séance. Le premier point à l'ordre du jour était un différend frontalier entre deux puissances mineures. Elles se disputaient depuis 6 mois au sujet d'un système que chacune revendiquait. Autrefois, cela aurait nécessité des semaines de débats. La puissance la plus forte aurait fini par contraindre la plus faible à se soumettre. Le Conseil aurait accepté la résolution qui garantissait la stabilité et non la justice. Aujourd'hui, c'était différent. Les deux espèces ont présenté leurs arguments. Toutes deux étaient passionnées. Toutes deux se sentaient lésées. Les discussions ont tourné en rond pendant 1 heure. Puis l'ambassadeur Kofi s'est levé. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. « Avec tout le respect que je vous dois », a dit Kofi d'une voix calme. « Vos deux revendications reposent sur une interprétation sélective du droit de règlement. La Convention galactique sur le territoire, article 7, paragraphe 4, est très claire. La première colonie établit la revendication prioritaire, à condition qu'elle soit maintenue sans interruption pendant 10 années standard. Aucun de vous deux ne remplit cette condition. Il afficha alors un écran holographique présentant le texte intégral de la loi et les archives historiques des colonies des deux espèces. Les Vietnamiens ont abandonné leur colonie après 8 ans, faute de ressources. Les Corfax ont établi leur exploitation minière il y a 11 ans, mais celle-ci est automatisée depuis 4 ans et inhabitée. Conformément à la loi que vous avez tous deux accepté de respecter, aucun de vous ne peut prétendre à un territoire neutre. Le système doit rester neutre. Les deux espèces commencèrent à se disputer, mais Kofi les interrompit d'un geste. Vous pouvez accepter la décision ou continuer le combat. Mais sachez ceci, si votre différend dégénère en violence, si des civils meurent parce que vous ne parvenez pas à respecter vos propres lois, l'humanité interviendra. Nous ferons appliquer la convention que vous avez tous deux signée. Nous protégerons les civils pris entre deux feux et nous demanderons des comptes aux dirigeants qui choisissent la guerre plutôt que la paix. » Il s'assit. Il avait parlé moins de 2 minutes, mais le problème était réglé. Les deux espèces acceptèrent tacitement la décision de neutralité. Belterra sentit un frisson. C'était la nouvelle réalité. L'humanité ne débattait plus, ne persuadait plus, ne négociait plus. Elle se contentait d'énoncer les faits et leurs conséquences. Et comme chacun savait qu'il pouvait et allait appliquer ces conséquences, toute discussion était inutile. Après la séance, Falterra retrouva Kelvin dans ses quartiers de recherche, reconstruits sur la station. Il était revenu d'exil pour devenir le conseiller officiel du Conseil pour les affaires humaines. C'était un poste nouvellement créé, car le Conseil avait enfin compris qu'il lui fallait quelqu'un qui comprenne l'humanité. « Avez-vous suivi la séance ?» demanda-t-elle. « Oui ?» Le visage de Kelvin était d'un violet pensif. L'humanité a tout changé sans même s'en rendre compte. Elle parle à peine. Elle se contente de constater les faits. Pourtant, tous s'écoutent comme s'ils criaient, car chacun sait ce qui arrive quand l'humanité se tait complètement. Kelvin afficha une carte stellaire. « Regardez ça, vous voyez le schéma ?» La carte montrait les positions des vaisseaux humains à travers la galaxie. Ils étaient nés partout, non pas concentrés dans l'espace humain, mais disséminés sur toutes les grandes routes commerciales, les régions frontalières et les territoires contestés. « Ils n'envahissent pas, » expliqua Kelvin. « Ils ne conquièrent pas, ils sont simplement présents. Une patrouille humaine ici, un poste de surveillance humain là. Ils ne demandent Pilanen ne donne pas la permission. Ils agissent, tout simplement. Et personne ne les arrête. »« Et vous ?» demanda Kelvin.
Oseriez-vous interdire à l'espèce qui a vaincu l'Empire Trunks en 6 minutes de patrouiller près de votre espace? Ther resta sans voix. En réalité, la présence humaine rendait la galaxie plus sûre. Les routes commerciales, autrefois infestées de pirates, étaient désormais sécurisées. Les escarmouches frontalières, qui éclataient chaque mois, étaient devenues rares. Les espèces qui se préparaient à la guerre cherchaient maintenant à négocier. Non par choix, mais par crainte des conséquences si un vaisseau de patrouille humain les surprenait à déclencher un conflit. Dans l'espace tranien, la transformation fut remarquable. De nouvelles élections s'étaient tenues sous supervision neutre. Le nouveau gouvernement était plus restreint, moins militariste et axé sur la reconstruction. La force de maintien de la paix humaine était présente, mais restait à l'écart de la gouvernance quotidienne. Le commandant, qui avait si justement prédit la nature humaine, avait été élu au nouveau Conseil tranique. Son premier acte fut de créer une commission vérité et réconciliation, chargée d'enquêter sur tous les crimes des anciens empires et de les documenter. Nous devons faire face à ce que nous avons été, a-t-il déclaré à son peuple lors de son discours d'investiture. Nous devons comprendre nos actes. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons devenir meilleurs. Les humains nous ont donné une chance de changer. Nous ne devons pas la gâcher. Les casques bleus ont observé et documenté les événements, mais n'ont pas interféré. Leur mission était de prévenir la violence, non de dicter la politique. Mais tous savaient qu'ils les observaient sans cesse. À bord du vaisseau prison humain, l'espoir de jours meilleurs, Krell poursuivit sa peine. Il avait parlé aux familles des victimes de Bright Tomorrow. La plupart avaient refusé de le voir. Quelques-unes étaient venues l'invectiver. 2 avaient écouté ses excuses. Aucune ne lui avait pardonné. Mais quelques-unes avaient dit apprécier ses efforts. C'était plus qu'il ne méritait, et il le savait. Ses gardes humains étaient professionnels, mais pas cruels. Ils le traitaient conformément aux règles, ni plus ni moins. Il avait tout le nécessaire pour survivre, mais rien pour son confort. Il était autorisé à suivre l'actualité galactique. Il vit l'Empire tranique se reconstruire. Il vit le nouveau gouvernement faire des choix différents. Il voyait l'humanité patrouiller la galaxie, non pas en conquérant, mais en gardien. Un jour, un garde humain lui posa une question. « Comprenez-vous maintenant pourquoi nous avons fait cela ?» Krell réfléchit longuement avant de répondre. « Vous vouliez la justice, pas la justice. Nous voulions prouver que la justice est possible. Pendant 200 ans, nous avons essayé de bâtir une galaxie où les lois primeraient sur la force. Le Conseil a échoué à ce test, nous avons donc dû le prouver nous-mêmes. En nous vainquant, en vous vainquant sans devenir vous, nous aurions pu anéantir tous les passagers de chaque vaisseau tranique. Nous aurions pu bombarder votre monde natal. Nous aurions pu vous infliger le même sort que vous avez réservé à nos civils. Mais nous ne l'avons pas fait, car cela n'aurait rien prouvé, si ce n'est que nous sommes capables d'une cruauté sans pareille. » Le garde s'arrêta à la porte. Nous essayons de montrer à la galaxie qu'on peut être fort et faire preuve de clémence, qu'on peut vaincre tout en restant fidèle à ses principes, que la justice n'exige pas la cruauté. Si nous vous avions tous tués, nous n'aurions pas été différents de l'empire que nous avons détruit. Krell médita longuement sur cette pensée après le départ du garde. Dans la salle du conseil, les mois s'écoulèrent. L'humanité demeurait silencieuse la plupart du temps. Elle votait sur les questions importantes, mais participait rarement au débat. Elle était présente, observant, consignant, mais sans exercer de contrôle. Pourtant, sa présence changea tout. Les espèces qui avaient ignoré la loi du Conseil pendant des siècles la respectaient désormais scrupuleusement. Les conflits qui auraient pu mener à la guerre se réglaient désormais par la négociation. Les espèces plus petites, qui vivaient auparavant dans la peur, se sentaient maintenant protégées. La galaxie n'était pas devenue parfaite, mais elle s'était améliorée. Belterra posa enfin à l'ambassadeur Kofi la question qui la taraudait depuis des mois. Ils étaient dans une salle de réunion privée, discutant d'une question mineure de traité. « Pourquoi parles-tu si peu maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu étais autrefois l'espèce la plus loquace du Conseil. Maintenant, tu ne prends la parole que lorsque c'est nécessaire. » Kofi la regarda d'un air fatigué.
Parce que pendant 200 ans, nous avons parlé sans cesse et personne ne nous a vraiment écoutés. Nous avons proposé des centaines de traités. Nous avons joué les médiateurs dans des milliers de conflits. Nous avons tenté de bâtir une galaxie meilleure par l'été. Mots. Et lorsque 15 000 des nôtres périrent, la galaxie nous fit comprendre que nos paroles étaient maintes vaines. Il se leva et se dirigea vers le hublot, contemplant les étoiles. Nous avons appris que la galaxie ne respecte pas les mots, mais les actes. Alors, nous avons cessé de parler et nous avons commencé à agir. Désormais, lorsque nous prenons la parole, tous nous écoutent. Non pas parce que nos paroles ont changé, mais parce que chacun sait que nous joindrons le geste à la parole si nécessaire. Vous cherchez toujours à bâtir une galaxie meilleure. Oui, mais nous le faisons différemment. Nous ne demandons pas la permission. Nous ne débattons pas de philosophie. Nous appliquons simplement les règles auxquelles tous prétendent adhérer, mais que personne ne respecte. Nous prouvons qu'une civilisation peut fonctionner grâce au droit et non à la force. Mais nous y parvenons en étant plus forts que quiconque et en choisissant de contenir cette force. Que se passera-t-il si quelqu'un vous défie? Que se passera-t-il si une autre espèce renforce son armée et décide de mettre l'humanité à l'épreuve? Le sourire de Kofi était glacial. Alors ils apprendront ce que les Traniks ont appris. Nous ne voulons pas la guerre. Nous éviterons la guerre si possible. Mais si quelqu'un nous y contraint, il se retrouvera face à un ennemi qui perfectionne l'art de la guerre depuis 10 000 ans et qui a passé 200 ans à espérer ne jamais avoir à l'utiliser. Il se tourna vers elle. Nous ne sommes pas des forces de maintien de la paix parce que nous sommes faibles. Nous sommes des forces de maintien de la paix parce que nous sommes assez forts pour imposer la paix. Il y a une différence. Velara l'avait compris. L'humanité était devenue exactement ce dont la galaxie avait besoin, mais qu'elle ne désirait pas. Une force de maintien de l'ordre, une gardienne, une espèce suffisamment puissante pour préserver l'ordre, mais suffisamment intègre pour ne pas abuser de ce pouvoir. Du moins, pas encore. La question était de savoir si l'humanité pourrait maintenir cet équilibre, si elle pourrait rester forte sans redevenir les tyrans qu'elle avait renversés. Dans une petite salle de classe sur Terre, un professeur se tenait devant 30 jeunes élèves. La leçon d'aujourd'hui portait sur un avenir prometteur et les événements qui ont suivi. Le professeur a dit « Vous avez maintenant appris ce qui s'est passé lorsque notre diplomatie a échoué, lorsque 15 000 des nôtres sont morts et que la galaxie nous a fait comprendre que leur vie n'avait aucune valeur. Vous avez appris comment l'humanité a réagi. Qu'avons-nous fait? Nous avons cessé de communiquer. » Un élève a dit « Nous leur avons montré notre force ». Un autre a ajouté « Nous les avons forcés à affronter la justice ». Un troisième a renchéri. Tout était juste. Le professeur a acquiescé. Mais voici la question la plus importante. Aurions-nous pu agir autrement? Les élèves y ont réfléchi. Finalement, l'une d'entre elles a levé la main. Nous aurions pu les anéantir. Nous aurions pu tous les tuer. Nous aurions pu, acquiesça le professeur. Nous en avions la force. Nous avions les raisons. Beaucoup dans la galaxie auraient n'a compris. Alors pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Un autre élève répondit. Parce que nous essayons d'être meilleurs que ça. Exactement. Nous essayons de prouver qu'on peut être puissant sans être cruel. Qu'on peut gagner sans devenir un monstre. C'est le chemin le plus difficile. C'est le chemin qui exige de nous une force insoupçonnée. Non pas une force physique, mais une force morale. Le professeur a projeté des images de la galaxie telle qu'elle était, à l'heure actuelle. Des routes commerciales pacifiques, des conflits résolus, des espèces qui coopèrent au lieu de s'affronter. Voilà ce pourquoi nous avons combattu. Ni vengeance, ni conquête. Dans cette galaxie, les lois ont un sens, les civils sont protégés, les faibles peuvent obtenir justice. Pendant 2 siècles, nous avons réclamé cette galaxie. Face à l'échec de nos demandes, nous l'avons construite nous-mêmes. Un étudiant a posé la question à voix basse. Mais que se passera-t-il si nous échouons, si nous devenons comme les anciens empires, si notre pouvoir nous corrompt? Alors, le professeur déclara gravement.
Nous récolterons ce que nous avons semé. Le pouvoir sans principe est tyrannie. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous devons toujours nous souvenir des 15 000 morts parce que le pouvoir primait sur la justice. Nous œuvrons aujourd'hui pour la paix, mais nous devons sans cesse nous remettre en question. Faisons-nous respecter la paix ou l'utilisons-nous simplement comme prétexte pour exercer un contrôle? Le cours s'acheva. Les élèves partirent, mais ils s'en souviendraient. Comme chaque enfant depuis 2 siècles avait appris la capacité de l'humanité à la violence, ils allaient désormais apprendre aussi la responsabilité de l'humanité de n'utiliser cette violence que pour la justice. Les années passèrent. La force de maintien de la paix humaine demeura. Les espèces s'habituèrent à la présence des vaisseaux humains dans leur espace. Certains s'en offusquaient. La plupart l'acceptaient. Quelques-uns en étaient reconnaissants. L'Empire tranique s'était reconstruit et avait donné naissance à une fédération des mondes, démocratique et pacifique. Ils n'auraient jamais retrouvé leur puissance militaire d'antan. Mais ils avaient mieux encore, un avenir. Krell mourut en détention humaine, après avoir purgé 15 ans de sa peine. Il avait 73 ans. Dans son dernier message, enregistré pour la postérité, il déclara « Je me suis trompé sur la force, sur le pouvoir, sur ce qui compte vraiment. J'espère que mon peuple a tiré les leçons de mes erreurs. J'espère que la galaxie en a tiré les leçons. La force sans justice n'est pas la force, c'est la violence en puissance. Sa mort fut commémorée avec respect. Il fut enterré selon la coutume tranique. Ses victimes ne lui pardonnèrent pas, mais reconnurent qu'il avait tenté de comprendre ses crimes. C'était plus que ce que beaucoup de criminels de guerre avaient réussi à faire. Sur Prime Conquise, 50 ans après que l'humanité ait cessé de communiquer, une jeune espèce établit le premier contact avec la communauté galactique. Il s'agissait des Mirani, un peuple timide qui venait tout juste de maîtriser le voyage supraluminique. Le Conseil les accueillit avec les honneurs. De nombreuses espèces proposèrent des accords commerciaux et des alliances de défense mutuelle. L'atmosphère était à la fois formelle et amicale. Le représentant Mirani, une petite créature au pelage argenté, se présenta devant le Conseil. « Nous sommes honorés d'être accueillis », dit-elle doucement. « Mais nous avons aussi peur. Nous sommes petits, nous sommes faibles. Nous avons entendu des histoires sur la façon dont cette galaxie traite ceux qui ne peuvent se défendre. » Un silence s'installa dans la salle, puis l'ambassadeur Kofi se leva. Il était âgé, les cheveux blonds et fatigué, approchant de la fin de sa carrière. Il regarda les jeunes êtres apeurés et leur parla avec une douceur qui en surprit plus d'un. « Vous avez raison d'être prudent, » dit-il. « Cette galaxie n'a pas toujours été clémente envers les petits et les faibles, mais les choses ont changé. Non pas que tout le monde soit devenu bon du jour au lendemain, mais parce que ceux qui s'en prennent aux faibles en subissent désormais les conséquences. » Il s'avança au centre de la salle où se tenait le représentant Morani. « Vous avez la parole de l'humanité. Personne ne vous exploitera. Personne ne vous attaquera. Personne ne vous forcera à quoi que ce soit. Vous êtes libre de faire vos propres choix, vos propres erreurs, de suivre votre propre chemin. Et si quelqu'un tente de vous ravir cette liberté, nous l'en empêcherons. »« Pourquoi ?» demanda le Morani. « Pourquoi nous protéger? Qu'avons-nous à vous offrir ?» Kofi sourit tristement. « Rien. Nous ne voulons rien de vous, si ce n'est votre succès. Nous vous protégeons car, il y a 50 ans, 15 000 des nôtres ont péri, et la galaxie nous a fait comprendre que leur vie n'avait aucune valeur. Nous avons alors décidé que chaque vie compte, chaque espèce compte, non pas pour ce qu'elle peut nous apporter, mais parce que c'est juste. » Il regagna son siège. « Bienvenue dans la communauté galactique. Elle n'est pas parfaite, mais elle est meilleure qu'avant, et nous nous efforcerons de l'améliorer sans cesse. » La représentante Morani avait les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle. Après la séance, Velara s'approcha de Kofi. Ils étaient tous deux âgés, proches de la fin de leur carrière.
L'humanité parlera-t-elle un jour? Comme avant? Demanda-t-elle. Mais redeviendras-tu un jour l'espèce active et engagée que tu étais? Kofi réfléchit. Peut-être un jour. Quand la galaxie aura prouvé qu'elle peut maintenir la justice sans que nous ayons à l'imposer. Quand les lois seront respectées parce qu'elles sont justes et non par simple surveillance. Quand les petites espèces n'auront plus besoin de demander protection parce qu'elles ne seront pas menacées. Cela pourrait prendre des siècles. Alors, nous resterons silencieux pendant des siècles. Il contempla les étoiles. Nous avons essayé de communiquer pendant 200 ans. À présent, nous tentons autre chose. Nous verrons ce qui fonctionne le mieux. N'êtes-vous pas fatigué? L'humanité ne souhaite-t-elle pas se reposer? Chaque jour, admettait Kofi. Mais nous avons fait un choix il y a 50 ans. Nous avons décidé que si la galaxie ne rendait pas justice, nous le ferions. Nous ne pouvons pas nous arrêter simplement parce que c'est difficile. Dès l'instant où nous cesserons de veiller, dès l'instant où nous cesserons d'appliquer les conséquences, tout redeviendra comme avant. Les forts, s'attaquant aux faibles, pourraient se croire justifiés. L'humanité sera donc à jamais la gardienne de la galaxie, jusqu'à ce que quelqu'un de mieux vienne. Jusqu'à ce que les systèmes que nous bâtissons deviennent autonomes, jusqu'à ce que les espèces respectent la loi par conviction et non par crainte. Il sourit, las. Nous ne voulons pas être gardiens. Ce rôle nous a été imposé, mais maintenant que nous y sommes, nous ne l'abandonnerons pas. Trop de gens dépendent de nous. Belterra repensa à la galaxie telle qu'elle était il y a 50 ans. Le chaos, l'injustice, les forts agissant à leur guise tandis que les faibles souffraient. Elle repensa à la galaxie d'aujourd'hui. Imparfaite, certes, mais meilleure. Les lois étaient respectées. La paix était maintenue. Les petites espèces étaient protégées. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour ne pas nous avoir abandonnés. La galaxie vous a trahis. Nous méritions votre colère. Au lieu de cela, vous nous avez rendu justice. Vous nous avez donné une chance de nous améliorer. Kofi acquiesça. Nous vous avons donné ce que nous désirions nous-mêmes. La possibilité de prouver qu'une civilisation peut se construire sur des principes et non sur la seule force. Cette chance vous appartient désormais. Ne la gâchez pas. Dans l'espace humain, les signaux qui annonçaient que la guerre indiquaient que maintenant le début du décompte. Des jours s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait eu recours à la force pour imposer la justice. Le nombre était désormais élevé. Des années de paix. Mais les signaux continuaient d'émettre, de compter, de rappeler à chacun que la paix existait grâce à la volonté de l'humanité de la faire respecter. Si quelqu'un oubliait cette leçon, si quelqu'un décidait de vérifier si l'humanité veillait encore, le compteur serait remis à zéro et l'humanité lui montrerait une fois de plus que le silence n'est pas synonyme d'absence. Il est synonyme de patience. Il est synonyme de vigilance. Cela signifie attendre. Et cela signifie que lorsqu'ils reprendront enfin la parole, lorsque les circonstances les contraindront à agir, la galaxie se souviendra pourquoi elle a appris à craindre le silence de l'humanité. Car le silence de l'humanité n'est pas une capitulation, c'est le calme avant la tempête. C'est le prédateur qui surveille son territoire. C'est le gardien qui veille. Et tant que l'humanité garde le silence, tant qu'elle n'a qu'à observer sans agir, la galaxie demeure en paix. Dès qu'elle reprendra la parole, dès qu'elle sera contrainte de passer à l'acte, plutôt que de se contenter de promettre, tous s'en souviendront. L'humanité a passé 10 000 ans à perfectionner l'art de la guerre. Elle a passé 200 ans à espérer ne jamais avoir à l'utiliser. Ils ont passé 50 ans à prouver qu'ils pouvaient imposer la paix sans tout détruire. La galaxie a appris à décrypter le silence de l'humanité. Quand elle se tait, c'est qu'elle observe. Quand elle parle, c'est qu'elle lance un dernier avertissement. Et quand elle agit, l'Empire tranique a appris à ses dépens ce qui arrive quand l'humanité passe à l'acte. La galaxie entière l'a appris.
et personne ne souhaite revivre cette leçon. Ainsi, la galaxie demeure paisible. Les espèces respectent la loi. Les forts se maîtrisent. Les faibles sont protégés. Non pas parce que tous sont soudainement devenus bons, mais parce que chacun sait que l'humanité veille, toujours. Et l'humanité tient parole, toujours.